Minasan konbanwa. Energy ya toeru energy no seisan shuda no shokai suru bangumi ni yokoso. Comme vous l'aurez compris, l'épisode d'aujourd'hui est un peu spécial, car déjà nous tournons en extérieur, et puis surtout nous n'allons pas nous intéresser à un moyen de production d'énergie, mais à un pays, le Japon. Bien entendu, la question à laquelle nous allons essayer de répondre est comment le Japon se fournit en électricité, ou autrement dit quel est son mix électrique, car c'est quand même le sujet de cette émission. Mais avant de commencer, faisons une présentation succincte de l'Empire du Soleil Levant, ou Nihon en japonais. Le Japon se situe en Asie de l'Est et forme un archipel de 6852 îles de plus de 100 mètres carrés, dont les 4 plus grandes sont Hokkaido, Honshu, Shikoku et Kyushu, représentant à elles seules 95% de sa superficie. La population japonaise est estimée à 127 millions d'habitants, ce qui en fait le 10e pays le plus peuplé au monde. Concernant son système politique, le Japon est une monarchie constitutionnelle, régie par la Constitution de 1947. L'empereur, Akihito, a un rôle symbolique d'unité de l'État et du peuple japonais. Le Premier ministre exerçant le pouvoir exécutif est Shinzo Abe, depuis le 26 décembre 2012. Et le pouvoir législatif est détenu par le Parlement, nommé la Diète. Pays développé, il s'agit de la 3e puissance économique mondiale et le 5e plus grand consommateur d'électricité au monde. Maintenant que vous avez une idée plus claire du Japon, nous allons pouvoir comprendre comment il se fournit en électricité. Pour y parvenir, nous allons utiliser le graphique du mix électrique japonais de l'année 2013, en partant de la plus grosse à la plus faible part de production. Si l'on considère le mix électrique, on s'aperçoit qu'il se divise en 6 parties. Les plus fortes parts de production sont occupées par le fameux triptyque gaz, charbon, pétrole, qui représente à eux trois 88% de la production annuelle d'électricité. Ce pourcentage s'explique par la décision du Japon d'opter pour le pétrole et le charbon comme source principale de production électrique, comme la plupart des pays à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ces énergies peu coûteuses et accessibles représentaient un réel avantage. Mais, comme d'habitude, les crises pétrolières des années 70 ont forcé le gouvernement japonais à diversifier leur production électrique, pour avoir une sécurité d'alimentation en énergie primaire. 2 autres ressources ont été choisies, le gaz naturel et un autre que je vous garde pour un petit peu plus tard. Un indice, chez vous. Ouais. Le Japon fut le premier pays au monde à importer du GNL, ou gaz naturel liquéfié, en 1976. De par sa situation insulaire, aucun gazoduc ne le relie au continent. Le GNL permet donc de transporter le gaz naturel dans son état liquide par bateau. Le Japon reste encore aujourd'hui le premier importateur de GNL au monde. Une cinquantaine de centrales thermiques à flammes, de tout type, sont réparties à travers le pays, dont certaines font partie des plus puissantes au monde. Les centrales thermiques de Kashima et de Hirono sont respectivement les 2e et 3e centrales thermiques fuel les plus puissantes au monde. Passons maintenant à la 4e part du mix électrique, représentant 9% de la production, l'hydroélectricité, la principale source d'énergie renouvelable du pays. La topographie du Japon est telle que 63% du territoire est composé de montagnes. Ce relief est générateur de fleuves courts et torrentiels, qui se prêtent peu à la navigation, mais parfaitement à l'installation de barrages hydroélectriques. Les lacs et les rivières représentent 4% du territoire japonais, ce qui est énorme par rapport à la France. Plus d'une quarantaine de barrages hydroélectriques, répartis en 2 catégories, conventionnel et pompage-turbinage, sont présents dans les régions montagneuses. Pour rester dans les tops, le Japon se place 8e dans le classement mondial des pays producteurs d'électricité d'origine hydroélectrique, tandis que la France est 12e et la Chine première. En même temps, c'est normal, ils ont le plus gros barrage du monde. La part suivante, qui représente 2% du mix électrique, ne correspond pas à un seul type de moyen de production, mais plusieurs, regroupés sous le titre énergie alternative. L'une de ces énergies alternatives est la géothermie, qui consiste à récupérer l'énergie thermique provenant de la croûte terrestre pour la transformer en énergie électrique. Ce choix de technologie est tout à fait pertinent, car l'archipel japonais est situé dans l'une des zones volcaniques les plus actives au monde, appelée la ceinture de feu du Pacifique. Même si le potentiel géothermique est important, le 3e mondial, le nombre de centrales est faible, seulement une vingtaine. En effet, les onsen, sources thermales japonaises, ont besoin de cette même énergie. Au nombre de 2500, ils préviennent l'installation des centrales géothermiques. D'ailleurs, je vous conseille fortement d'aller dans les onsen et d'essayer le Hadaka no Tsukiyai, ou socialisation nue, qui est une expérience intéressante. Les éoliennes font également partie des énergies alternatives. La plupart des fermes d'éoliennes existantes se trouvent onshore, donc dans les terres, alors que le plus gros potentiel du Japon se trouve en mer.
4 fermes éoliennes offshore étaient en exploitation en 2013. Bien entendu, si l'on parle d'éolien, on arrive très vite au solaire, avec 5 sites d'exploitation industrielle de panneaux solaires photovoltaïques, et le Solar Arc, construit en 2002 dans la préfecture de Gifu, qui est le plus grand bâtiment solaire au monde, ressemblant à une arche couverte de panneaux et abritant un musée consacré à l'énergie solaire. Pour conclure avec les énergies alternatives, la biomasse, qui consiste à faire brûler des combustibles renouvelables, comme le bois, et de récupérer l'énergie thermique, soit pour une utilisation directe, par exemple le chauffage de logements et d'industrie, ou alors pour la convertir en électricité. À présent, nous arrivons à la plus petite part de production d'électricité de cette année 2013, et qui va sans doute surprendre les Français qui regardent cette vidéo. Le nucléaire, qui ne représente que 1% de la production totale, même si le pays possède un grand parc nucléaire, avec 22 centrales, utilisant principalement la technologie des réacteurs à eau bouillante, mais aussi des réacteurs à eau pressurisée, et dans une moindre mesure des réacteurs Magnox. En puissance installée, le Japon arrive 3e avec 40 gigawatts, juste derrière la France avec ses 63 gigawatts. 1,21 gigawatts 2,21 gigawatts. Mon Dieu! Mais enfin, c'est quoi un gigawatt? Sauf que pour la France, 74% de l'électricité était d'origine nucléaire en 2013. Mais ce faible pourcentage dans le cas japonais s'explique par l'événement qui s'est produit le vendredi 11 mars 2011. À 14h46 heure locale, a lieu le plus important séisme mesuré au Japon, dont l'épicentre est situé à 130 km à l'est de Sendai et à 300 km au nord-est de Tokyo. Ce séisme entraîne l'arrêt automatique des réacteurs de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi et le déclenchement des groupes électrogènes pour maintenir le refroidissement des cœurs des réacteurs. 51 minutes plus tard, un tsunami provoqué par le tremblement de terre s'abat sur les côtes. Les vagues atteignent une hauteur allant jusqu'à 30 mètres, endommageant les prises d'eau de mer de la centrale, conduisant à la perte de la source froide permettant le refroidissement. Les autres systèmes de secours s'arrêtent à cause de plusieurs défaillances d'origine humaine et matérielle, laissant les réacteurs sans moyen de refroidissement disponible. Les réacteurs 1, 2 et 3 entrent alors en fusion, ce qui conduit à une accumulation d'hydrogène dans les bâtiments réacteurs, suivi par des explosions, libérant des quantités massives d'effluents radioactifs gazeux dans l'atmosphère, ainsi que d'importantes masses d'effluents radioactifs liquides. 2 jours après l'accident, plus de 150 000 personnes ont été évacuées d'une zone de 20 km autour de la centrale, laissant derrière eux maisons, biens et voitures, tout ce qui faisait leur vie. Le territoire évacué fut découpé en 3 zones, la zone verte, orange et rouge, correspondant chacune à différents niveaux de dangerosité et différentes restrictions. Pour la zone verte, la moins contaminée, l'accès est libre et le port d'équipement de protection n'est pas obligatoire. Mais l'accès à la zone rouge, la plus contaminée, est purement et simplement interdit. Ces zones ont évolué au cours des années, parallèlement aux avancées des travaux de décontamination. Depuis le 1er avril 2017, le gouvernement japonais a levé l'ordre d'évacuation dans la quasi-totalité des zones vertes et oranges, où le retour était envisageable à court ou à moyen terme. Néanmoins, la zone rouge, qui correspond à une superficie de 370 km², où vivaient 21 000 personnes avant l'accident, reste fermée. Malgré la réouverture de certaines zones, les travaux de démantèlement de la centrale devraient prendre encore une quarantaine d'années. Suite à cet accident, la plupart des centrales nucléaires furent arrêtées, et la part de production passa de 26% en 2010 à 2% en 2012, jusqu'au fameux 1% en 2013. Cette perte de production est compensée par l'augmentation de la part des énergies fossiles, principalement gaz liquéfié et pétrole, et par une baisse de la consommation électrique des ménages japonais. Mais cette situation ne peut pas être définitive car, d'une part, l'importation de ressources fossiles coûte très cher au Japon et donc aux Japonais à travers leur facture d'électricité, et d'autre part, à cause de l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre.
C'est pour cela que le gouvernement de Shinzo Abe a annoncé un plan de transition énergétique pour 2030, comprenant la réduction de la consommation électrique de 17% par rapport à 2013 à travers la rénovation des bâtiments énergivores ou encore l'introduction de diagnostics énergétiques pour les industries. La réduction des émissions de gaz à effet de serre grâce à l'amélioration des centrales thermiques actuelles et, ce qui va le plus nous intéresser, un nouveau mix électrique pour 2030. Si on compare celui-ci avec celui de l'année 2013, on peut voir que la plus grosse augmentation se situe au niveau du nucléaire. Le gouvernement a la volonté de relancer la filière par le redémarrage progressif des réacteurs, mais également de nouvelles constructions, comme le réacteur Shimane 3 ou la centrale Doma, pour atteindre 22% du mix électrique. Malgré l'autorisation de la NRA, Nuclear Regulation Authority, organisme autonome japonais de réglementation des activités nucléaires, la réticence de l'opinion publique ralentit ce processus, et plusieurs procès opposant la population locale et les entreprises privées détentrices des centrales sont en cours pour empêcher la réutilisation des réacteurs nucléaires. À l'heure actuelle, 5 réacteurs sont de nouveau en activité et 19 sont en attente d'une autorisation. Avant la catastrophe de Fukushima, 50% d'énergie nucléaire dans le mix électrique d'ici 2050 était l'objectif fixé par le gouvernement. La seconde plus grosse augmentation concerne les énergies renouvelables, qui regroupent 22% du mix, en intégrant les barrages hydroélectriques. Si l'on analyse plus en détail cette évolution, nous pouvons identifier quel type de moyen de production renouvelable est privilégié. Commençons avec la géothermie, qui va voir sa puissance multipliée par 4 par rapport à 2013. Cela peut sembler beaucoup, mais cela représentera seulement 1% de la production, et mis en comparaison avec le potentiel du Japon, cela s'avère ridiculement faible. La difficulté d'installation des centrales géothermiques est due à 2 facteurs. Premièrement, les sources thermales, dont je vous ai parlé précédemment, et deuxièmement que près de 80% du potentiel géothermique au Japon se trouve dans des parcs nationaux, où il est difficile d'installer des complexes industriels. D'ailleurs, depuis 2013, une seule nouvelle centrale fut ouverte en 2015, dans la préfecture de Kumamoto. Passons maintenant à l'éolien, qui voit également sa puissance multipliée par 4, et représentera 1,7% du mix électrique. Plusieurs projets éoliens, à l'initiative du gouvernement, sont en cours de développement pour atteindre cet objectif. Le projet Fukushima Floating Offshore Wind Farm est une ferme en mer composée de plusieurs éoliennes, d'une puissance installée de 2 MW pour les plus petites et allant jusqu'à 7 MW pour les plus grandes, ce qui en fait la plus importante ferme éolienne flottante du monde. Cette ferme fait partie du plan de revitalisation de la région de Fukushima, une initiative visant à transformer la préfecture en pôle de production d'énergie renouvelable et à terme que 100% des besoins de la région soient couverts par des installations renouvelables d'ici 2040. Pour revenir à l'éolien, la majeure partie des projets de construction d'éoliennes est terrestre, car malgré le potentiel maritime, le coût d'installation des éoliennes en mer est largement supérieur aux éoliennes terrestres, en dépit des subventions du gouvernement. Troisième source renouvelable, la biomasse, qui représentera 3,7% du mix, soit une multiplication par 3 de la puissance par rapport à 2013. Les initiatives du gouvernement visent à encourager les collectivités locales à établir des stratégies pour le développement de la biomasse, avec des tarifs d'achat de l'électricité très intéressants, qu'on appelle feed-in tariff, comme il y a eu en France pour les panneaux solaires photovoltaïques il y a quelques années. A noter que ces tarifs avantageux, qui étaient parmi les plus favorables au monde entre 2012 et 2017, s'appliquent à toutes les installations renouvelables au Japon, sauf les gros barrages hydroélectriques. Cette initiative est efficace, car déjà 374 projets biomasse sont en cours et 25 centrales industrielles ont été construites depuis 2013. La quatrième source renouvelable est le solaire, qui représentera 7% du mix, soit une multiplication par 7 par rapport à 2013, et deviendra donc la seconde source d'énergie renouvelable du Japon. Cela peut sembler impossible, mais entre les tarifs d'achat, l'allègement de la législation en matière d'installation des panneaux, ainsi que l'absence d'obligation de réaliser une étude d'impact environnemental, les parcs de panneaux solaires photovoltaïques sont passés de 5 en 2013 à 29 en 2016, sans compter les installations individuelles sur les toits des maisons par exemple. Ce qui fait que le solaire représentait déjà 4,3% du mix électrique en 2016. Et si le rythme qui a été amorcé se poursuit, l'objectif de 2030 sera très largement dépassé. Notons par ailleurs que les panneaux solaires thermiques utilisés pour le chauffage, qui étaient très populaires dans les années 80 suite au choc pétrolier, sont absents des objectifs fixés pour 2030. Et la cinquième source renouvelable, qui est et restera le premier type de moyen de production renouvelable, l'hydroélectricité, qui représentera 9,2%, une légère hausse par rapport à 2013.
Je n'ai pas grand chose à dire dessus, car la plupart du potentiel de développement de l'énergie hydroélectrique a déjà été exploité au Japon, avec le déploiement de centrales à grande échelle sur la majorité des sites où de telles installations sont possibles. L'attention du gouvernement se tourne à présent vers le développement des installations hydroélectriques, à moyenne et petite échelle, en incitant les entreprises privées et les collectivités locales à lancer ce type de projet avec, encore une fois, les tarifs d'achat. Maintenant que nous avons bien parlé des énergies promues par ce mix électrique 2030, attaquons celles qui seront petit à petit démantelées. Le triptyque gaz, charbon, pétrole, qui cumulait 88% de la production en 2013, passera à 56% en 2030, soit une réduction de 32%. Cette baisse est remarquable, mais ces énergies totaliseront encore plus de la moitié de la production, le charbon tenant toujours une place significative, peu compatible avec l'effort mondial pour endiguer le changement climatique. De même, cette réduction est indexée au redémarrage des centrales nucléaires, qui est, comme je l'ai mentionné auparavant, très compliqué. Cette réduction est donc à prendre avec des pincettes. Bon, je pense que l'on a suffisamment parlé de la production d'électricité. Maintenant, expliquons quelques détails sur la distribution, afin de terminer cette vidéo déjà fort longue. Au Japon, l'électricité domestique est distribuée à travers des prises de type A, avec 2 fiches plates, comme aux États-Unis. Il vous faudra donc un adaptateur secteur pour les utiliser, la tension étant entre 100 et 130 volts. Concernant la fréquence, c'est un peu plus compliqué. En effet, le Japon est l'un des seuls pays au monde à avoir 2 fréquences sur son territoire, 50 Hz au nord-est et 60 Hz au sud-ouest. Pour rappel, la fréquence est le nombre de fois où un phénomène périodique se reproduit par unité de temps, quantifié en Hz, comme je l'avais expliqué dans le tout premier épisode d'Energia. J'avais dit que cette fréquence est due à la vitesse de rotation des alternateurs. Notons également que la fréquence de la nouvelle tension dépend de la vitesse de rotation du rotor. Au début de l'électrification du Japon, à la fin du 19e siècle, une compagnie électrique d'Osaka acheta un alternateur à General Electric, entreprise américaine, conçue pour fournir une fréquence de 60 Hz, tandis qu'une compagnie tokyoïte acheta un alternateur à AEG, entreprise allemande, conçue pour fournir une fréquence de 50 Hz. Les deux compagnies imposèrent leur fréquence dans les régions alentours. Néanmoins, au moment de raccorder les réseaux électriques entre le nord-est et le sud-ouest, personne ne voulait faire des dépenses coûteuses pour changer ces installations et unifier la fréquence du réseau. Ce qui devait être assez embêtant à l'époque pour les Japonais qui déménageaient entre ces deux régions, car aucun de leurs appareils n'était compatible. De nos jours, cette différence n'est plus un problème, car tous nos appareils fonctionnent à ces 2 fréquences. Dernier point, les câbles, car je ne sais pas si vous le savez, mais au Japon, la distribution électrique se fait principalement par des lignes aériennes. Là où la France a enfoui ses lignes électriques pour lutter contre les aléas climatiques depuis les tempêtes de 1999, c'est une tempête d'une rare violence, la plus forte depuis 50 ans, qui a frappé la partie nord du pays cette nuit, mais aussi Paris et l'Île-de-France. De nombreux dégâts matériels, le plus gros problème reste celui de l'électricité, 55 000 foyers en sont toujours privés et la préfecture a dû réquisitionner des groupes électrogènes pour assurer la fourniture d'eau potable. Rythme affolant aussi pour EDF. Dans toute la Bretagne, plus de 200 000 foyers ont été privés d'électricité. Pour près de 20 000 d'entre eux, le courant ne sera rétabli que demain. Le Japon garde ses lignes aériennes en prévision des séismes, car en cas de tremblement de terre, les lignes se coupent. Et les réparations de lignes souterraines sont plus difficiles, longues et chères, car il faut trouver la coupure, creuser, réparer, puis reboucher. A l'inverse, dans le cas des câbles aériens, la coupure est de suite visible, ce qui assure une rapidité d'intervention et donc une remise en service plus rapide. Et puis, je trouve que cela fait partie du charme de certaines petites rues japonaises. Voilà, l'épisode est terminé. Alors, cette vidéo fut plus longue que d'habitude, mais j'espère sincèrement que le sujet vous a plu. Je tiens à remercier la chaîne Ici Japon qui m'a permis de récupérer de magnifiques plans des alentours de la centrale de Fukushima et je ne peux que vous conseiller cette chaîne si vous vous intéressez à la culture japonaise et aux burgers, 2 centres d'intérêt qui ne sont pas incompatibles. Bien entendu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager cette vidéo et moi je vous dis à la prochaine pour un nouveau numéro. Matane!